choisi de sortir du territoire national. Hein, si vous faites allusion à mon refus de prendre des vacances, c'était à la fin de l'année. Non, c'était fin décembre. Vous savez, traditionnellement, les uns et les autres ont besoin de souffler pour se réoxygéner et pour être en mesure d'être beaucoup plus efficace. Et comme vous le savez, j'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir un second petit-fils. Et l'idée, dans un premier temps, d'aller voir mon petit-fils m'est venue. Mais par la suite, j'ai changé d'avis. Parce que la situation qui prévalait, avec tout ce qu'on entendait à gauche et à droite, il y avait même un de vos confrères qui s'appelle Abdul Latif Gawal, qui se complaît à raconter des tas de choses par-ci, par-là, comme quoi il y avait d'autres programmes qui étaient attendus et que je partais pour ne plus revenir. Mais heureusement que je n'étais pas parti, parce que sinon ça allait encore leur donner du grain à moudre. Donc ce sont des rumeurs qui ne sont pas fondées et dans un certain sens, lorsque j'ai vu tout le faisceau de rumeurs par la suite, j'ai dit heureusement que je ne suis pas parti parce qu'ils avaient préparé quelque chose. Mais pour être plus sérieux, le combat politique dans ce pays se fait maintenant à travers des réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont des journalistes, entre guillemets, mercenaires, pour les entretenir et pour, de manière régulière, conforter des positions de certains, alimenter des rumeurs qui déstabilisent, qui ne sont fondées sur absolument rien du tout. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, il y a une rumeur qui prospère, que telle région veut coûte que coûte qu'il y ait un Premier ministre issu de la région pour qu'il y ait un soutien conditionné à la candidature éventuelle du président de la République. Je pense que les gens doivent aussi avancer dans la réflexion. Nous n'allons pas organiser les assises nationales. Nous n'allons pas demander à tirer les leçons du passé pour revenir à chaque fois avec les mêmes mécanismes mentaux du moins, pour dire il faut tel pour telle région pour soutenir. Ça, c'est le monde de M. Alpha Condé. Et M. Alpha Condé n'est plus le président de la République. Donc, il faut que les gens changent de mindset. Le changement de paradigme, ce n'est pas une chose évidente. Les gens vivent dans le passé tout en étant physiquement dans le présent. Et ce qui fait qu'ils sont en arrière-plan. Changeons de paradigme. Le général Mamadi Doumbouya, lorsqu'il a pris sa responsabilité le 5 septembre 2021, il n'a pas demandé la permission de qui que ce soit. Oui ou non? Donc, et le processus politique engagé est un processus politique qui a été mûrement réfléchi et qui correspond à la vision du général Mamadi Doumbouya. Et cette vision, c'est une Guinée où on ne fonctionne pas au gré des sentiments ethniques ou des sentiments régionaux. Mais je dois dire que ce n'est pas facile de changer les choses. Lorsque certains voulaient que nous soyons en 2025, certains, dans leur esprit, sont toujours en 2010. Les choses ne vont pas revenir en arrière. Ceux qui veulent aider le général Mamadi Doumbouya doivent, surtout s'ils sont en situation de responsabilité, avoir des résultats. Lorsqu'on a fait l'immersion, un peu partout, dans les 3 régions que nous avons visitées, il y a un sentiment général de satisfaction.
ce sentiment général de satisfaction ne veut pas dire que tout ce qui devrait être fait est fait, mais l'action engagée, les résultats constatés redonnent de l'espoir à la population. Et la mission du gouvernement, c'est de concrétiser cette confiance, cet espoir pour que demain soit encore nettement meilleur. Et ce que les gens doivent savoir également, ma logique et ma conviction politique convergent parfaitement avec la logique et la conviction du président de la République. C'est une fusion de deux dynamiques qui, par le temps, se sont retrouvées. Et je dois dire, pour ceux qui ont oublié, que j'avais dit bien avant le 5 septembre 2021 qu'il y aura une transition. Et cette transition est là aujourd'hui. Et ce que nous sommes en train de faire comme programme, ce n'est pas quelque chose qui nous vient, disons, de l'extérieur, c'est-à-dire que quelque chose que des gens ont rédigé pour dire c'est ça et ça. C'est notre conviction intime depuis des années et des années. Donc, le couple président de la République, Premier ministre, dans le contexte actuel, c'est un couple unique et un. Notre objectif est de transcrire dans la réalité les fondements qui sont dans le cadre de la vision politiquement exprimée par le président de la République et concrètement réalisée avec le Premier ministre et le gouvernement. Donc, il faut que les choses soient claires. Nous sommes un attelage qui constitue le socle avec lequel la transformation de la République de Guinée va se faire. Maintenant, les élections, c'est une étape importante. Mais la fusion du couple président de la République et Premier ministre, dans le contexte historique actuel, n'est pas quelque chose, disons, le fruit du hasard, c'est une unicité et nous allons poursuivre dans cette voie. Je ne suis pas, par nature, quelqu'un qui extériorise son enthousiasme, mais je le fais et j'agis. Et la meilleure campagne qu'on peut faire pour le président de la République, c'est d'abord d'avoir des résultats, de le faire savoir, de le montrer, et que par ce biais, les uns et les autres en soient convaincus. Et c'est ça qui est l'œuvre, et c'est ça qui crée un espoir au niveau de la population guinéenne. Cet espoir, on doit l'entretenir, on doit l'enrichir, on doit l'impulser pour que ça devienne de manière effective une réalité sociologique qui pourrait aller au-delà des hommes et des femmes d'aujourd'hui qui sont en situation de responsabilité. Parce que fondamentalement, c'est la transformation de ce pays pour plus de bonheur, pour plus de stabilité, pour une société moderne. C'est cela que nous ambitionnons. Et dans le cadre de tout ce qui va aller dans cette direction, le couple reste à la barre. Les questions concernant EDG. Je pense que le ministre de l'Énergie se chargera très rapidement de tenir un point de presse et une conférence pour expliciter tous les efforts
qui sont en train d'être faits. L'année dernière, il a failli se retrouver complètement handicapé à vie. Tellement il y avait la pression, mais il y avait aussi son engagement d'être partout où c'était nécessaire. Cette année, il est relativement tranquille. Cela ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus. Au contraire, nous ambitionnons de faire en sorte que d'ici la fin de l'année, que la Guinée sorte définitivement du déficit énergétique et au contraire être un pays en capacité d'exporter de l'énergie. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de manière plus structurée pour qu'il ait largement le temps de développer ce qui est fait. Et ce que nous allons faire au bout de l'année, les gens se rendront compte, ce qui va être fait en moins de 18 mois sera nettement au-delà de ce qui a été fait dans le secteur de l'énergie depuis l'indépendance. Nous allons faire en sorte d'avoir 1 giga au moins supplémentaire en ce qui concerne la question énergétique. Et je dois, pour ceux qui ne le savent pas, pour la première fois de l'existence de EDG, le mois dernier, ils ont atteint un niveau de collecte, disons, des paiements qui n'avait jamais été atteint depuis que EDG est EDG. Donc, les réformes vont se poursuivre et nous allons les encourager. Les compteurs prépayés, les compteurs totalisateurs et la gouvernance de EDG. J'ai bien entendu la question concernant, disons, des stagiaires qui restent stagiaires pendant 10, 15 ans ou même plus. C'est une situation sur le plan de l'audit social de EDG dans le cadre des réformes qu'il doit prendre en compte. J'avais un certain monsieur Camara qui venait faire le relevé habituel à mon domicile. Il était pendant près de 15 ans un bénévole au niveau d'EDG, ce qui n'est pas du tout admissible dans le cadre d'une société étatique qui doit respecter des principes. Ce sont des aspects que nous allons mettre en avant pour que les sociétés étatiques soient à ce niveau-là plus strictes que des sociétés privées dans le respect des droits et de la dignité humaine. Bon, en langue, les questions sont revenues, mais je vous invite à mon bureau, on va parler, que ce soit en pulaar. Et je dois dire que pour ceux qui ne le savent pas, l'effort que nous sommes en train de faire pour que l'ensemble de nos compatriotes puissent accéder à l'information à travers les langues de leur choix. Nous allons développer ça. Et vous savez que la primature a une publication en malinké de bonne facture et une publication en pulaar qui est très représentatif. Et j'ai informé la cellule de communication que dans les prochains jours, il y aura 2 personnes qui vont s'ajouter à l'équipe pour utiliser nos langues nationales. Et dans les spots, dans les vidéos, l'utilisation de la langue, comme le président de la République l'a demandé lors du dernier Conseil des ministres, il faut que nos médias utilisent les langues, permettent à la population d'être mieux informée à travers des langues qu'ils comprennent pour ne pas utiliser une langue qu'ils interprètent mal et ou bien qu'ils ne comprennent pas du tout. C'est un effort que la presse doit faire pour encourager la compréhension par nos compatriotes, disons, de ce qui est en train d'être fait, de ce qui se dit pour être des citoyens tout à fait informés. Et vous savez que l'information aujourd'hui, c'est, comme par le passé, c'est à travers cela qu'on déstabilise, qu'on désinforme. Et nous n'allons pas nous laisser faire pour ne pas
mettre, disons, notre population dans une situation où ils peuvent être instrumentalisés. Par rapport aux questions économiques, c'est vrai, nous sommes en discussion avec le Fonds monétaire international. Là aussi, c'est une expression pour un pays qui est en transition de faire en sorte que les réformes économiques que nous allons engager puissent nous permettre de réaliser la transformation de l'ensemble de l'écosystème. Nous n'allons pas laisser les choses comme elles étaient. D'où la nécessité, pour conforter notre volonté d'améliorer la gouvernance économique, de s'adosser sur des conseils d'institutions appropriés qui peuvent nous apporter une certification pour que la Guinée, sur le plan économique, soit mieux vue, pour être en capacité d'encourager des investisseurs étrangers à faire confiance à la Guinée. C'est cela qui permettra de créer de nouvelles richesses, de créer de l'emploi et de répondre à l'attente de la population dans sa globalité. Les discussions continuent, ce sont des discussions ardues. Nous allons, vaille que vaille, tout mettre en œuvre pour que nous puissions concrétiser un accord dans les prochaines semaines, Inch'Allah. L'immersion campagne électorale. Le général Doumbouya, en fonction de ce qui sera adopté par la Constitution, s'exprimera le moment venu pour savoir s'il est candidat ou pas. Mais vous ne devez pas ignorer que le Premier ministre, chef du gouvernement, sera en phase avec le président de la République. Donc, il faut que vous le sachiez. C'est clair et net. Je crois que j'ai parcouru, peut-être sans répondre de manière précise à toutes les questions, la notation. La notation, cela va de soi. Vous ne pouvez pas avoir la notation si vous n'avez pas un programme avec le Fonds monétaire, si vous ne respectez pas les critères de meilleure gouvernance, de transparence. Donc, toutes les questions se recoupent. Et c'est pour permettre à la Guinée d'avoir une capacité de faire appel à des marchés financiers. C'est tout cela que nous sommes en train de créer, l'écosystème, les paramètres permettant pas à pas, demain, à ce que la Guinée puisse être un pays qui pourrait faire des appels de fonds au niveau du marché financier international. Mais vous ne pouvez pas espérer avoir cela sans être en capacité, disons, d'avoir un programme avec le Fonds monétaire. Donc, il y a une cohérence absolue. On ne peut pas vouloir une chose en négligeant les paramètres de base qui vous permettent de l'atteindre.